est en train de lancer les inscriptions et puis on avisera au fur et à mesure, mais en tout cas on a réglé quelques questions logistiques avec le centre des congrès. Tout devrait pouvoir se faire techniquement, quoi, et en respectant les mesures de distanciation. Donc la réponse est oui, on est optimiste, on y croit très fort et puis on verra ce qui se passe. Ça a l'avantage d'être un congrès qui n'est pas trop gros, hein. Ces ateliers ils sont forcément limités en volume, donc on est à un petit peu plus de 100 participants dans un endroit qui est assez grand, donc ça devrait être bien. Bon on espère alors. Oui, c'est sûr que les congrès de 1000 personnes vont être un petit peu plus difficiles à organiser. J'ai vu que la SFR a l'air d'être prête à se lancer, hein, donc on verra. Ouais. On mettra David aux manettes pour organiser un congrès virtuel. Bah oui. Bah oui, il faut leur envoyer David, hein, ils vont faire les GFR sur Zoom. Hein. Ouais. Bah écoute, si tu veux, Raphaël, on peut commencer, je pense. Ouais. C'est déjà pas mal. Très bien. Voilà, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Raphaël Guillain, je suis radiologue, praticien hospitalier au CHU à Rennes. Et donc, j'ai le grand plaisir d'avoir été invité par Larry Boisière pour vous parler d'un sujet qui était très ouvert. Et puis, ne sachant pas trop ce qui avait été fait par ailleurs, je me suis dit que finalement, on pouvait peut-être proposer un format très vivant, qui s'éloignera un petit peu du cours formel de PowerPoint. Et en fait, ce que je voudrais, c'est tout simplement prendre une IRM de cheville normale que j'ai trouvé pour parler un petit peu de protocole, parler un petit peu de séquence, parler un petit peu d'anatomie, même beaucoup d'anatomie. Et on mettra en perspective tout ça avec quelques cas pathologiques à la fin de la démonstration dans je pense, une demi-heure ou 3/4 d'heure. Oui, ça devrait durer une bonne heure. Bon. L'idée, ça va être de montrer l'anatomie dans ce qu'elle a d'utile, c'est-à-dire en quoi l'anatomie nous permet de comprendre des choses, même en échographie d'ailleurs, sur la technique échographique, vous verrez. Je voudrais aussi montrer que y a des choses qui peuvent varier d'un sujet à l'autre en restant parfaitement normales et qui ne sont toujours pas pathologiques. Et je voudrais parler un petit peu de valeur des signes. Les anomalies de signal dans une structure ne sont pas nécessairement les signes d'une maladie, d'une tendinopathie, d'une arthrose, etc. Donc voilà, je pense qu'on gagne toujours beaucoup à bien s'arrêter sur l'anatomie, à bien regarder les cas des patients normaux pour se mettre dans la rétine ce qu'est l'aspect normal et mieux comprendre l'aspect pathologique. Alors, on va commencer en parlant un petit peu de protocole. Je pense qu'en imagerie osteoarticulaire, il y a toujours une séquence clé qu'il faut placer en début de protocole, en début d'examen, et qui va nous permettre qui va être une sorte de séquence un peu scintigraphique, qui va nous donner une impression globale sur le patient, et nous permettre de screener en une vingtaine de coupes et de comprendre assez rapidement ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un gros site de souffrance latérale? Est-ce qu'il y a une grosse arthrose du médio-pied? Est-ce qu'il y a un œdème du dôme du talus? Et rapidement, on va orienter un petit peu le diagnostic. Et le reste de l'examen, finalement, ne servira qu'à conforter ces impressions qu'on a. Donc, l'exemple, c'est le coronal steer sur un bassin. On va screener la totalité du bassin d'avant en arrière pour commencer l'examen. On va s'orienter vers une coxopathie, une tendinopathie, les deux, etc. Et puis, sur les autres séquences, on va aller préciser un peu les choses. À l'épaule, je suis un grand fan du sagittal T2 FATSAT, qui en général donne énormément d'informations sur à peu près tout. Alors, à la cheville, cette séquence clé, je pense que c'est le sagittal T2 FATSAT. C'est une séquence que je peux vous faire défiler sur l'écran, et vous voyez que on va tout voir du dedans ici, incluant les tendons et les ligaments. On peut d'emblée ici regarder les tendons, pardon. On voit le tibial post, on voit l'enfléchisseur de l'hallux un peu plus loin, et puis on voit aussi, et on y reviendra, les ligaments. En fait, déjà dans ce plan sagittal, on voit assez bien, quand on en a l'habitude, le ligament deltoïde et ses différentes composantes. Sur la ligne médiane, ça c'est la séquence qu'on connaît tous, c'est la coupe qu'on connaît tous, très anatomique, avec l'articulation thalassrurale, le médio-pied, et puis l'appareil suroplantaire, qu'on voit magnifiquement dans son alignement, tendon calcanéen, fascia plantaire. Et puis si on va vers le dehors, c'est pareil, on va voir des choses, on va voir les tendons fibulaires, et il ne faut pas se priver de ce plan, on voit très bien les fibulaires, et on voit aussi, et
ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, mais qui me semble intéressant, bien que un peu contre-intuitif. On voit déjà des ligaments. On voit les ligaments tibiofibulaires distaux, on voit les deux faisceaux antérieurs et postérieurs du plan latéral, et on peut déjà ici supposer qu'ils sont normaux ou pas. Donc ce plan sagittal est assez intéressant pour débrouiller un patient et très rapidement se faire une idée. Il y a une chose sur laquelle il faut être particulièrement systématique sur ce plan sagittal, c'est l'analyse de l'os sous-chondral. Ça, c'est sur ce plan-là qu'on va détecter déjà des petites anomalies. Pourquoi ? Parce que malheureusement, avec les temps d'examen qu'on a, les séquences qu'on utilise à 1.5, on n'est pas toujours très bon sur le cartilage. On décèle, on devine le cartilage sur cette vue de l'interligne sous-talien ici. On le décèle, on l'imagine. Quand on a un petit effet arthrographique comme ça, eh bien, on peut le voir. Néanmoins, en talocrural, c'est assez illusoire. Et donc, il faut utiliser les signes indirects de chondropathie que sont les modifications sous-chondrales. Il faut être absolument obsédé par la recherche de petites modifications sous-chondrales. On va détecter un LODA rapidement par des modifications souvent œdémateuses de l'os sous-chondral. Il faut savoir que ces petites modifications sont présentes dans un LODA dans quasiment 90% des cas, donc il ne faut pas s'en priver. Et surtout, on va aller analyser toutes les surfaces articulaires sous-taliennes, en n'oubliant pas ces surfaces très souvent oubliées, que sont les interlignes du médio-pied, le chobard, les naviculo-cunéennes et le lisfranc. Donc on va chercher des petites modifications focales qui sont parfois la seule anomalie d'un examen, qui sont l'explication des symptômes d'une femme de 50 ans par exemple, chez qui on pense que la douleur vient de la cheville, en fait c'est une arthrose du médio-pied débutante. Et ce sera la seule chose à décrire sur notre compte-rendu. Si on le méconnaît, on ne répond pas au problème du patient et puis on parle d'une IRM normale alors qu'elle ne l'est pas. Cet examen, cette séquence-là va nous montrer aussi quelque chose d'important à savoir et que la littérature nous explique, c'est que ce système complexe, articulaire et tendineux, coulisse en permanence. Et pour aider au coulissement de ces structures, il faut lubrifier ces structures. Et donc, on ne sera pas étonné chez un sujet normal de voir du liquide, et même, la littérature nous le dit, des quantités parfois abondantes de liquide. Ça, c'est une patiente parfaitement normale. C'est un sujet témoin. Il n'y a pas de pathologie particulière, et pourtant, on a un épanchement sous-talien postérieur qui est abondant. C'est la même chose sur l'interligne du chobard, et ça pourrait être la même chose sur l'interligne talocrurale. En fait, il faut prendre avec beaucoup de mesure les épanchements articulaires de la cheville et du médio-pied, parce que des quantités abondantes peuvent être là, et finalement ne parler de synovite ou d'épanchement que quand on en trouve une cause. Si j'avais ici une arthrose sous-talienne postérieure et cet épanchement, je considérerais qu'ils sont liés. Si j'ai pas de cause et pas d'arthropathie, le mieux, c'est de s'abstenir plutôt que de dire une grosse bêtise. C'est un peu comme sur la bourse subacromiale à l'épaule, du liquide à l'intérieur ne signifie pas une maladie. C'est la même chose avec les tendons autour de la cheville. J'ai ici du liquide dans la gaine de mon tendon tibial postérieur. Est-ce une anomalie ? Eh bien, la réponse est a priori non. A priori non, parce que on a tous du liquide dans nos gaines tendineuses, faut que ça glisse, et donc ce liquide est en proportion physiologique. Alors il y a des auteurs qui ont essayé de dire, celui-là il a un épanchement qui est quand même trop abondant, on va commencer à parler de ténosynovite. On a dit à une époque qu'il fallait que le liquide passe au-dessus des malléoles. C'est pas très logique parce que notre patient est sur le dos, donc son liquide va descendre vers l'arrière et remonter dans la gaine. Non, des critères assez établis, c'est le caractère circonférentiel d'un épanchement qui va commencer à faire parler de ténosynovite, et si possible une épaisseur supérieure à 3 mm à l'endroit où il y a le plus de liquide. Voilà. Mais en dessous de ça, la présence de liquide articulaire ou tendineux n'a pas de valeur. Attention de ne pas aller trop vite vers une fausse ténosynovite. Alors, après, excuse-moi, juste, il y a des gens qui demandent si tu peux mettre ton image en plus grand, en plein écran. Alors, ouais, j'ai essayé, mais oui, là, c'est ça. C'est bon. Ça va ? Ouais, super, merci. Pas de problème. Je vais y penser. Alors, voilà pour, j'ai besoin de mon gestionnaire à l'instant.
Voilà pour le plan sagittal T2 FATSAT qui est un plan de screening très intéressant. Le second plan qui nous semble indispensable, c'est une pondération T1 et que nous on fait dans un plan coronal. Alors, on le fait dans un plan coronal. Pourquoi? Parce qu'en sagittal, on a déjà eu beaucoup d'informations avec le sagittal T2 FATSAT. En axial, on voit des choses, mais ce qui nous semble le plus pertinent, c'est ce plan coronal pour une raison assez simple, c'est que on va voir dans ce plan coronal T1 cette structure de façon assez irremplaçable, avec de l'information qui n'est pas aussi bonne dans les autres plans. C'est cette structure qu'on screen, c'est une checklist de façon systématique en coronal T1, c'est le dôme du talus. Le dôme du talus, on voit en T1 qu'il est contouré par sa profondeur par la graisse du tissu spongieux. Donc on a beaucoup d'informations dans cette graisse du tissu spongieux. Il ne faut pas s'en priver et le moindre LODA, la moindre lésion ostéochondrale va commencer à modifier, comme elle le faisait en sagittal T2 FATSAT, en pondération T1, et on va pouvoir préciser des modifications cartilagineuses ou ostéochondrales dans ce plan coronal T1. Donc ça, c'est le premier point d'intérêt. Le deuxième point d'intérêt, ça va être toujours grâce à cette graisse qui contourne les choses par le dedans et par le dehors. Hein, l'os est contouré par le dedans. Eh bien, toutes les structures périarticulaires sont contourées par le dehors, par cette graisse, et en particulier les structures tendineuses et ligamentaires. Donc ici, ce que l'on voit, et ce qui va nous intéresser, c'est le ligament calcanéofibulaire, qui est le plan moyen du latéral. On voit qu'il est contouré par la graisse autour, et qu'on en constate l'aspect obligatoire pour un ligament, fin, bien défini, vide de signal. Et ce coronal T1 est non fatsaté, est extrêmement intéressant à cet égard, et ceci m'amène à dire qu'il y a beaucoup de gens qui aiment toujours faire à la cheville des séquences sans fatsat, qui peuvent être en T2 grâce à ce contraste offert par la graisse. Alors il y a un débat, est-ce que tu fais ton axial T2, on va en parler après, avec ou sans fatsat? Il y a un débat, maintenant qu'on a du Dixon, eh ben on fait une séquence, on regarde le in et le water, et on a les deux si on souhaite. Donc voilà pour le deuxième point qu'on voulait montrer en coronal T1. Troisième point absolument indispensable, c'est le faisceau profond du ligament deltoïde. C'est ce ligament entre la malléole médiale et le talus qui est strié et qui est très riche en graisse. C'est un point majeur, on va y revenir. Il y a une pathologie dans laquelle cette graisse disparaît. Donc ça, c'est, pardon, j'avais promis de complément. Ça, c'est un deuxième point à vérifier dans la checklist. Quatrième point à vérifier dans la checklist, les interlignes, en particulier sous-taliens. On sait qu'il peut y avoir des coalitions. Dans le plan sagittal T2 FATSAT ou dans un plan vertical T2 FATSAT, c'est parfois un petit peu difficile, mais là, grâce encore au contraste offert par la graisse, on est très à l'aise en coronal T1 pour confirmer une impression de coalition, même partielle, on la verra beaucoup mieux. Cinquième point d'intérêt, la graisse du sinus du tarse. On sait qu'elle peut être remplacée et comblée par du tissu fibreux dans l'instabilité sous-talienne. Et bien, si on n'a pas de séquence pondérée en T1, c'est plus compliqué. On peut se faire avoir par de simples petites modifications édémateuses en T2. C'est le cinquième point de notre analyse. Et puis, alors, je vais vous montrer une autre chose qui, là, de la même manière, ne se verra pas autrement qu'en coronal T1. C'est la fameuse neuropathie de Baxter, avec une souffrance du muscle abducteur du cinquième orteil qui va s'atrophier en cas de compression du nerf calcanéen inférieur. Et bien ça, en T2 FATSAT en général, on ne voit pas grand-chose au stade tardif. Et donc il nous faut un plan T1 qui interceptera en coronal au mieux ce muscle. Et puis bon, peut-être parce que là aussi, grâce à la graisse qui l'entoure, on le voit bien. Le septième point qu'on regardera systématiquement, c'est le tunnel tarsien, en analysant le nerf tibial et ses branches, ou à défaut de bien les regarder l'une et l'autre, on verra leur environnement pour exclure une tumeur neurogène, un kyste, une masse compressive, que ça soit dans le tunnel tarsien proximal ou distal. Voilà. Donc ça, c'est la checklist des 7 items à regarder dans le plan coronal T1. Et puis, si on doit faire une troisième séquence, eh bien, on aime, et qu'on doit faire des choix, on aime, nous, faire un axial T2 FATSAT. On le fait en Dixon parce que ça nous donne une très bonne FATSAT, bien meilleur que le densité de protons. Et là, c'est le plan qui va intercepter évidemment les tendons. C'est le plan qui va enfiler certains ligaments. Et donc, c'est un excellent complément aux autres séquences. Si on a du temps, bien sûr,
on rajoutera une quatrième séquence qui pourra être un coronal T2 FATSAT. Je l'ai déjà dit, pour ceux qui veulent ne pas faire de FATSAT parce qu'ils aiment bien regarder les ligaments sans FATSAT, faites du Dixon et utilisez le IN. Alors voilà pour le protocole. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on déroule finalement un petit peu différents secteurs, en commençant par les ligaments latéraux. Bon, c'est la grande vedette, c'est quand même le plan ligamentaire qui est fortement blessé dans les entorses. 85% des entorses de cheville concernent ce plan latéral. Et ce que l'on voit, c'est que ce plan latéral part de la malléole latérale et de sa distalité, avec un faisceau antérieur qui est ici, et qui est, comme il se doit, fin, bien défini, vide de signal. Celui-ci va aller rejoindre le talus, un peu en arrière du col du talus. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que l'orientation de ce petit faisceau est en fait horizontale et même légèrement récurrente vers l'avant et vers le haut. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je pensais qu'avant que ce petit faisceau antérieur allait vers l'avant et le bas, et d'ailleurs ma sonde d'échographie, je la mettais probablement trop vers l'avant et le bas. En fait, l'anatomie nous montre que c'est une coupe quasiment récurrente que l'on fait en échographie. Au même niveau d'insertion en arrière se trouve le ligament talofibulaire postérieur, le faisceau postérieur, dont on voit l'aspect spontanément hyper intense en T2. Pourquoi ? Parce qu'il est en fait strié de graisse et que cette graisse est souvent assez riche en signal T2. Ce faisceau va s'insérer postérieurement sur un petit tubercule postérieur du talus. Alors ça, c'est le faisceau antérieur et le faisceau postérieur. On va retrouver ces faisceaux dans un plan axial. Et si vous me demandez de trouver le faisceau antérieur, je ne vais pas chercher le ligament, je vais chercher deux repères osseux. Un premier repère osseux, c'est la petite fossette malléolaire latérale, qui est cette cuvette, en fait très profonde, sur la face interne de la malléole latérale. Cette cuvette, en fait, elle accueille, on le voit ici, le faisceau postérieur. Ce faisceau postérieur, on ne va pas en parler trop plus longtemps ici. Il est hyper intense, strié, et pas très intéressant en pathologie. Il faut vraiment se luxer la cheville pour le blesser. Le deuxième repère osseux, donc quand je vois cette cuvette, je sais que mon faisceau antérieur est exactement en face, parce que les deux ligaments, on l'a vu, s'insèrent au même niveau. Le repère le plus intéressant pour trouver le faisceau antérieur, c'est cette cuvette. Excusez-moi de l'appeler la cuvette, mais j'ai toujours appelé comme ça. En fait, c'est le col du talus. Cette cuvette ne se voit en général que sur une seule coupe. Regardez, je défile en haut, je défile en bas, et le seul endroit où je la vois vraiment bien creusée, eh bien, c'est ici. Le ligament s'insère précisément en arrière. Donc, ce faisceau antérieur, il est très facile à trouver. Et quand je vois la cuvette, mais que je ne vois plus de ligament en arrière, je suis certain qu'il est complètement atrophié aux dépens d'une rupture. Alors, c'est assez facile pour ces faisceaux antérieurs et postérieurs. Le problème, c'est pour le faisceau moyen. Ce faisceau moyen, en fait, il a le défaut important de ne pas suivre une trajectoire verticale, qui nous arrangerait bien dans un plan coronal, mais de suivre un trajet oblique vers l'arrière et vers le bas, et du dehors en dedans. En somme, il est impossible à enfiler. Et on a vu dans le plan sagittal, je ne vous l'ai pas montré, on ne peut pas passer dedans et en plein dedans, et donc il va falloir utiliser souvent plusieurs coupes pour bien le voir. Alors c'est là que nous, on aime beaucoup le coronal T1, qui est vraiment un plan intéressant. Ça pourrait être du coronal T2 Dixon In ou T2 sans FATSAT. Pourquoi ? Parce qu'on va aller chercher notre malléole et on va chercher un repère facile pour le trouver, c'est les fibulaires. Ce faisceau moyen c'est une bande oblique d'avant en arrière et qui réalise un véritable hamac pour les fibulaires. Donc je trouve mes fibulaires et je vais voir un hamac fin bien défini en vide de signal qui sous-croise ces fibulaires en réalisant une sorte de hamac et de plancher, d'accord, depuis la malléole, pour s'insérer sur la face latérale du calcanéus, sur ce que l'on appelle l'éminence rétrotrochléaire, qui est un petit relief plus ou moins marqué et qui accueille ce ligament. Je vérifie qu'il est fin, bien défini, vide de signal, et je suis certain qu'il n'est pas malade. On peut le voir en axial, avec les mêmes repères. Je vais regarder mes fibulaires et je vais chercher une petite corde en profondeur
oblique que je ne vois pas sur une seule coupe, mais bien sûr une, deux, trois, parfois quatre coupes, pour le voir ici s'insérer vers l'arrière. Alors il est fin, bien défini, vide de signal, mais s'il était malade, eh bien je ne le verrais plus aussi bien, et c'est là que la façade pourrait être un petit peu gênante, d'où l'intérêt des séquences sans façade. Donc voilà pour ce plan latéral, il est en fait assez facile à analyser. Je pense que le point clé, c'est quand même vraiment d'utiliser cette cuvette pour trouver le faisceau antérieur, et je vous montrerai des exemples. Alors il faut savoir que ce petit triangle articulaire sous le faisceau antérieur, c'est le carrefour antérolatéral, et que c'est un endroit qui ici est indemne de tout comblement. Il y a du liquide dedans, mais attention, regardez bien aux patients normaux qui viennent pour autre chose, un comblement tissulaire, synovial est possible de façon parfaitement physiologique et normale. Donc, il ne faut pas aller trop vite vers des diagnostics parfois de conflit antérolatéral pathologique, de fibrose de cette région-là. Voilà, c'est une variante de la normale qu'il faut connaître et qui questionne d'ailleurs sur la spécificité des signes dans le conflit antérolatéral de la cheville. Voilà pour le plan latéral. Je vous propose maintenant qu'on aille voir le plan médial, le plan interne et le ligament deltoïde. Ce ligament deltoïde, en fait, il est intéressant à regarder déjà dans un plan sagittal. Ce que je voudrais que vous observiez, c'est que son ombre est ici. Pourquoi est-ce qu'il est deltoïde? Parce qu'il s'insère sur la malléole médiale et qu'ensuite il se ramifie vers l'avant en direction du talus, du naviculaire, du calcaneus, puis du talus, par 4 voire 5 faisceaux qui s'insèrent proximalement sur la malléole et qui se distribuent sur le versant médial du médio-pied. Talus, naviculaire, calcaneus et talus. Donc il y a 5 faisceaux qui ont tous des noms compliqués, le tibio-talien antérieur superficiel, etc. Bon. Et en tout cas, le faisceau superficiel de ce plan médial s'appelle le ligament deltoïde du fait de cette organisation trapézoïdale. En fait, ce que l'on voit sur cette coupe sagittale est intéressant parce qu'on constate qu'effectivement il s'évase vers le bas, mais que la plupart des fibres s'insèrent sur la moitié antérieure de la malléole médiale. Et ça, c'est un point extrêmement important en anatomie et en pathologie. Donc mon ligament s'insère ici, sur ce téton de malléole médiale, et se distribue vers le bas en éventail par 5 faisceaux. En IRM, faisons simple. Il y a 2 faisceaux qu'on voit toujours très bien et qu'il convient de vérifier systématiquement. On va aller les regarder en coronale. On va donc trouver non pas la malléole postérieure, on va trouver la malléole antérieurement, ici, et on va regarder 2 bandes ligamentaires qui nous intéressent. La première, c'est cette image caractéristique qui part bien du périoste malléolaire antérieur, qui descend verticalement avec un aspect fin, bien défini, vide de signal, pour rejoindre une structure dont je n'ai pas encore parlé. Ça fait une espèce de tétard, vous voyez, ça c'est la tête du tétard et ça c'est que du tétard. C'est le ligament, le spring ligament. Ce faisceau du ligament deltoïde s'appelle le tibio-spring. Il faut toujours vérifier cet alignement, ligament deltoïde spring, avec en surface, image caractéristique, le tendon tibial postérieur. Cet aspect-là d'un tétard avec un tendon tibial postérieur doit systématiquement être vérifié. Pourquoi? Parce qu'énormément des ruptures de ce ligament siègent à ce niveau. Le deuxième faisceau important qu'on va regarder, il est juste en arrière. Il est à l'endroit où ce faisceau tibio-calcanéen du deltoïde va venir s'insérer sur un relief du calcaneus qui s'appelle le sustentaculum tali. Donc, 5 faisceaux du plan superficiel du deltoïde, 2 très importants en anatomie et qu'on voit toujours en IRM et qu'il convient de vérifier, le tibio-spring en avant avec cet alignement caractéristique et le tibio-calcanéen en arrière avec cette fixation sur le sustentaculum tali. Je vais vous le dire tout de suite, ce sustentaculum tali, il est d'ailleurs décrit comme le pont du porte-avions par Xavier de Mondion à Lille. C'est un relief parfaitement reconnaissable dans le plan coronal, c'est le pont du porte-avions et on va y revenir dans un instant. Donc voilà pour ce faisceau superficiel du deltoïde, qui est évidemment un moyen de contention du versant médial de la cheville qu'il faut connaître. Alors ça c'est le plan superficiel. Je voudrais attirer votre attention sur un plan qui est non plus superficiel ici à la malléole, mais un plan profond qui est ici. Et regardez ce plan profond du ligament deltoïde
il a deux particularités. La première, c'est qu'il s'insère aussi très loin vers l'avant et qu'il est très oblique vers l'arrière et vers le bas. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il est extrêmement strié de graisse. C'est le deuxième ligament strié de graisse qu'on voit avec le faisceau postérieur du plan latéral. Cette orientation, elle est vraiment intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y a des souffrances de ce ligament. Il y a des années, je faisais des échographies de ce faisceau profond et je ne trouvais jamais d'hypervascularisation à l'intérieur alors qu'il était manifestement malade. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je faisais mes échographies en dorsiflexion ou en légère dorsiflexion. Et quand on est en légère dorsiflexion, on tend les fibres, on écrase les vaisseaux et on biaise complètement notre Doppler. Donc, une analyse de ce ligament deltoïde se fait volontiers en position neutre ou en légère flexion plantaire quand on veut, alors en flexion dorsale quand on veut le tendre, mais en flexion plantaire quand on veut le détendre et rechercher une hypervascularisation qui est en général massive en cas de fibrose de ce ligament. Alors voilà pour son anatomie, son aspect strié et son orientation. On va maintenant le regarder en coronale T2 pour faire un constat qu'on a déjà fait dans le plan sagittal. C'est ça, c'est qu'il est bien, ce faisceau profond, tendu entre la malléole médiale et une cuvette médiale du talus. D'accord ? Il est très oblique vers l'arrière, très oblique vers le dedans. Et sa particularité, dans 60% des cas, c'est qu'il a un hypersignal T2 naturel extrêmement piégeux. Le T2 n'a aucune valeur dans son analyse parce que sinon on va rendre malade 60% de la population. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, le plan d'analyse de ce faisceau profond pour y rechercher des maladies a le droit de regarder le T2, mais le vrai plan d'intérêt, ça va être le plan coronal T1 qui va nous montrer un aspect caractéristique et à vérifier systématiquement, c'est ce contenu graisseux obligatoire à l'intérieur de ce ligament strié de graisse. Voilà pour ce plan latéral de l'articulation talotrurale. On va maintenant passer à deux articulations qui sont très souvent oubliées aux urgences, et c'est un tort, parce que c'est des articulations qui sont assez pathogènes et souvent mal prises en charge dans le contexte des entorses. Ces deux articulations, ce sera l'articulation tibiofibulaire distale et l'articulation du médial. On va regarder l'articulation tibiofibulaire distale. Bon, je serai un peu provocateur en disant qu'on voit les ligaments tibiofibulaires distaux, mais je pense que c'est assez vrai. Regardez, on a la malléole latérale, on va en direction du tibia et on voit bien ici une petite bande tendue entre les deux, qui est le faisceau antérieur du ligament tibiofibulaire distal. Hein, c'est le ligament tibiofibulaire antérieur et inférieur. Donc ça, c'est le faisceau antérieur. Et postérieurement, en fait, on voit aussi des petites bandes fines, bien définies, vides de signal. Je sais d'emblée chez cette patiente qu'il n'y a pas eu d'entorse de ce ligament. Alors, pour bien comprendre le faisceau antérieur, il faut regarder une radio de face. Alors, j'ai pas de radio de face à vous montrer, mais enfin, j'ai quand même une vue coronale qui nous montre une chose, c'est que la malléole latérale est très basse, beaucoup plus basse que le tibia. Il sera donc logique que l'orientation du faisceau antérieur soit oblique à 45 degrés. En échographie, on devra placer notre sonde à 45 degrés pour l'empiler. C'est pas à 30 ou à 0, c'est à 45 et c'est logique quand on regarde une radio de face. Alors on va aller chercher on va aller chercher ce faisceau antérieur et on va constater très logiquement qu'on va le trouver assez haut sur le tibia, ici. Il est souvent multifasciculé d'ailleurs, on le voit, hein, il y a plusieurs fasciculations et il va suivre un trajet qu'on va trouver sur plusieurs coupes, 1, 2, 3, parfois 4, pour le voir s'insérer sur la face antérieure de la malléole latérale. Donc je ne l'ai pas sur une coupe, mais je l'ai bien sur plusieurs coupes et je vérifie son aspect, certes multifasciculé, mais surtout fin, bien défini, vide de signal. On voit aussi une chose ici, c'est qu'il y a un faisceau accessoire inférieur qui suit le même trajet mais plus bas et qui a l'inconvénient de venir lécher la marge antérolatérale du dôme du talus, ce qui générerait des syndromes de friction dans le syndrome du ligament de Bassett, parce que c'est son nom, ce faisceau accessoire, c'est le ligament de Bassett. Hein, il pourrait y avoir des syndromes de friction, en fait, dans des contextes d'instabilité antérieure, avec une instabilité qui l'amène à frotter sur le dôme. Donc voilà pour ce faisceau antérieur. Postérieurement, on a également des ligaments, on les voit ici, et il y en a en fait deux. Un superficiel très logique et que l'on voit aller de la malléole latérale au tibia, et un autre, donc c'est un faisceau superficiel, et un faisceau plus profond
qui est ici, et qu'on voit mouler la marge postérieure de l'articulation dans ce qui est en fait un pseudo-labrum. Et ça, je vais vous le montrer. Ce faisceau profond du ligament tibiofibulaire postérieur et inférieur, c'est en fait un équivalent, et il a même un rôle de véritable labrum, de la même manière, et ça a la même tête d'ailleurs qu'un labrum à l'épaule ou à la hanche. Donc ce petit labrum, on le voit effectivement partir de la malléole latérale, un faisceau profond du ligament tibiofibulaire postérieur. Il vient se fixer sur la marge postérieure du tibia et sa face inférieure, en réalisant cet aspect de véritable labrum qui évite le recul du dôme du talus par rapport au tibia. Pour être complet, on reconnaîtra donc dans un plan sagittal en bas le faisceau postérieur du ligament latéral, en haut le faisceau profond et superficiel du ligament tibiofibulaire distal. Et il y a, alors on ne le voit pas très bien chez cette patiente, mais il y a dans cette région-là une petite corde oblique qui s'appelle le ligament intermalléolaire, qui est en fait un renforcement capsulaire postérieur et qui serait pris en tenaille dans les conflits postérieurs de cheville. Il est plus ou moins visible d'une personne à l'autre. Chez cette patiente-là, c'est un peu décevant. Alors voilà pour le plan antérieur et le plan postérieur. Il faut savoir qu'il y a un plan intermédiaire qui est en fait une extension de la membrane interosseuse et qu'on voit, la membrane interosseuse se voit facilement, elle est ici et elle va descendre jusqu'à à peu près 1 cm de l'articulation talocrurale sous la forme d'un petit ligament interosseux qui a un rôle un peu secondaire par rapport aux autres. Quand les gens se blessent cette articulation, c'est par des traumatismes en dorsiflexion et version du pied qui vont forcer l'articulation tibiofibulaire distale et l'ouvrir par l'avant. De façon très logique, on aura une lésion antérieure du faisceau antérieur, puis une lésion de la membrane interosseuse, puis une lésion du faisceau postérieur. C'est un livre qui s'ouvre par l'avant. Quand ce faisceau postérieur se déchire, c'est vraiment très intéressant en sagittal. Vous pourrez regarder si vous avez des cas de ces entorses graves. Il y a en fait une sorte de désinsertion du faisceau profond par rapport à la marge postérieure. C'est un zip sign de la cheville. C'est exactement comme les lésions de corde postérieure du ménisque latéral liées à la traction du ligament ménisco-fémoral. Ça a été décrit comme le signe de la braguette. La braguette s'ouvre du dehors en dedans et désolidarise notre faisceau profond de la marge postérieure du tibia. Pour ça, il faut quand même des traumatismes relativement avancés. Alors, on a parlé de cette articulation oubliée qu'est la tibiofibulaire distale. On va parler d'une deuxième articulation oubliée. Beaucoup d'entorses de chevilles supposées sont en fait des entorses du médio-pied. Et ça, c'est dommage de les rater parce que c'est assez péjoratif. Il y a souvent des petites fractures associées. Cliniquement, le diagnostic est assez simple. On couche le patient sur une table, on bloque la cheville et on tord l'avant-pied. Et là, on est en train de tester le Chopard et le Lisfranc. Si le patient est douloureux lors de cet examen, c'est pas une entorse talocrurale banale, c'est une entorse du médio-pied, c'est potentiellement grave, ça mérite à mon sens un scanner. Alors il faut suspecter ces lésions du médio-pied, et quand elles ne le sont pas, les gens remontent à la surface 6 mois plus tard, avec une douleur chronique supposément de la cheville, qui est en fait une souffrance du médio-pied, d'où l'intérêt d'aller chercher des modifications sous-chondrales séquelaires, des petits foyers de chondropathie par fracture plus ou moins déplacée qui aurait été méconnue, et cette chondropathie est souvent assez importante à dépister. On peut aussi en IRM rechercher des lésions ligamentaires. Ces lésions ligamentaires, disons-le clairement, sont pas toujours faciles à documenter. Pourquoi ? Parce que les ligaments sont fins et parce qu'il y a des pièges. Le piège principal, c'est le ligament talonaviculaire dorsal. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté, mais chez une immense majorité des gens qu'on voit en IRM, ce ligament est pas très beau. Il est soit très fin, très étiré, ici on pourrait se poser des questions, il est soit très gros, très moche, avec des ossifications de part et d'autre, chez un patient qui pourtant n'a aucune douleur à ce niveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on le verra tout à l'heure dans une vidéo, cette articulation du Chopard est l'articulation de l'adaptation du pied au terrain. Il y a une énorme mobilité dedans. Il suffit de regarder des radios ou des scanners. On a souvent des petites
pertes de congruence articulaire qui sont tout à fait physiologiques. C'est une articulation très mobile. Et cette mobilité au cours de la vie va générer de l'hyperostose, des modifications adaptatives des ligaments qui nous posent des difficultés en termes de spécificité. Donc, l'analyse de ce ligament talonaviculaire dorsal est très difficile et il ne faut pas aller trop vite vers une lésion ou d'entorse. Deuxième ligament de cette interligne du médio-pied, c'est le ligament bifurqué. On sait que du rostre calcanéen part un ligament bifurqué, dit en Y, qui s'insère en arrière sur le rostre du calcaneus et donne un petit bras en direction du naviculaire et un petit bras en direction du cuboïde. Le bras naviculaire est souvent assez visible, il est fin, bien défini, vide de signal. Le bras cuboïdien est parfois un peu plus sorcier à voir, et j'avoue qu'ici je pourrais prétendre qu'on le voit, mais j'en suis pas complètement certain. Est-ce que c'est cette petite image-là? Est-ce que souvent c'est censé être un peu ici? On a en fait un os calcanéen secondaire ici, qui est une variante de la normale, tout à fait banale et qui modifie probablement un peu nos images. Voilà pour les deux ligaments qui sont très importants à regarder, mais encore une fois, qui sont parfois difficiles à interpréter en IRM. Il y en a un troisième de ligament d'intérêt, qui est le ligament calcanéo-cuboïdien. Il n'est pas complètement fondamental à connaître. On le trouve, ce ligament calcanéo-cuboïdien, très simplement, latéralement, sous le court extenseur des orteils. Il est ici. Il a une particularité, c'est de s'insérer très loin sur le cuboïde. On voit ici qu'il passe en pont par-dessus le cuboïde, un peu comme un ligament calcané, un ligament collatéral médial au genou qui va aller très loin s'insérer sur le tibia. Voilà pour cette structure qu'on vient de connaître et qui peut peut-être nous donner de la spécificité. Quand lui est moche, c'est qu'il y a probablement eu un gros mouvement dans cette articulation. Dernier ligament d'intérêt de ce médio-pied, c'est le fameux spring ligament. Alors on est passé un petit peu vite tout à l'heure sur cette structure, elle est pourtant très importante dans la stabilité de l'arche interne du pied. Qu'est-ce qui maintient notre arche interne du pied? Qu'est-ce qui le maintient par le sommet? Eh bien, le tendon tibial postérieur, on va en parler après, mais aussi le spring ligament qui vient sous-tendre la tête du talus et le recevoir un peu comme un nid reçoit un œuf. D'accord? Il va épouser la tête du talus, ce spring ligament, par en fait 3 faisceaux. Un faisceau absolument majeur, qui est le faisceau oblique supéromédial et qui est ici. Pour le trouver, on a plusieurs astuces. Soit on trouve le tendon tibial postérieur pour le voir se poser sur le spring à un endroit. Cette image, on l'a vue dans le plan coronal, on la retrouve dans le plan axial. Le tendon tibial postérieur est posé sur une espèce de corde de signal très faible. Soit on regarde la tête du talus et on cherche quelque chose qui la supporte, un peu comme un hamac, par le bas et l'avant. Donc je trouve facilement ce faisceau oblique supéromédial. La règle, c'est qu'il doit mesurer moins de 5 mm d'épaisseur en proximal et plus de 2 mm en distal. Sa lésion survient rarement dans des traumatismes, mais plus souvent dans un pied plat où l'arche s'effondre et la tête du talus vient forcer dessus. Ce spring ligament ne va pas se déchirer. En général, il ne se sectionne pas. Il va s'étirer en chewing-gum et une rétraction intratendineuse proximale va le faire s'épaissir au-dessus de 5 mm, tandis que la distalité va s'amincir comme un chewing-gum à moins de 2 mm. C'est pas un ligament très facile à lire. Ici, on l'enfile bien, c'est un cas choisi, mais dans certains cas, il est un petit peu plus oblique, plus difficile à voir sur une peau. En tout cas, ce qu'on retiendra, c'est que son insertion distale est toujours à l'état physiologique, le siège d'un peu d'hypersignal. Et donc, plus l'épaisseur qu'il faut lire que le signal intra-ligamentaire à proprement parler. Il y a 2 autres faisceaux à ce spring ligament. Celui-ci est le seul qui nous intéresse véritablement car c'est le seul que certains chirurgiens savent réparer. Les 2 autres faisceaux, on les voit, ils ne sont pas très importants. C'est un médioplantaire oblique qui est ici et un inféroplantaire longitudinal qui est ici. Mais il réalise bien la partie inférieure du hamac. On notera que le médioplantaire oblique est un 3e ligament strié de graisse avec les 2 qu'on a cités précédemment au sein de la cheville, d'où son aspect strié et spontanément hyper intense en T2.
Voilà pour ces ligaments du médio-pied, mais je voudrais rappeler cette intimité qui existe entre le tibial postérieur et le spring, avec parfois un espace de glissement entre les deux qui est très riche en liquide. On n'oubliera pas une cinquième articulation, qui est la fameuse articulation soutalienne postérieure. On sait que le talus et le calcanéus sont articulés par une soutalienne postérieure et une soutalienne antérieure, dont on voit d'ailleurs qu'elle communique avec la talonaviculaire. Ceux qui font de l'arthrographie le savent. À l'interface entre les deux, on a ce cône graisseux qu'est le sinus du tarse. On ne le voit pas très bien dans un plan sagittal, parce qu'il est fatsaté, mais on va le récupérer en T1, et on verra d'ailleurs d'autant mieux en T1, deux petits ligaments qui sont à l'intérieur, un antérieur qui est ici, qui est le cervical. Cervical, c'est normal parce qu'il est en face du col du talus, et un plus postérieur qui est le ligament interosseux. On va mieux les voir en coronal T1, je l'ai mis dans la checklist tout à l'heure, on va mieux les voir en coronal T1 avec en arrière un interosseux et en avant un cervical qui est ici et dont on voit d'ailleurs qu'il est assez grêle. Pour rappel, quand ces ligaments souffrent, la graisse va souvent se modifier, se remplir de fibrose dans ce qu'on appelle le syndrome du sinus du tarse. Et dans le cadre d'une instabilité soutalienne, on peut parfois, il faut garder un œil dessus, voir une véritable discontinuité de ces ligaments quand ils sont rompus. Voilà, on a fait le tour des différents ligaments de la cheville. Donc il faut être systématique, il faut utiliser les bons plans et le bon protocole. Je vais maintenant vous parler, et puis on ne va pas s'éterniser, de différents tendons, en commençant par le plan tendineux médial. C'est les tendons fléchisseurs. On va les retrouver dans un plan axial, juste pour vous rappeler qu'on a 4 groupes tendineux dans une cheville, médiale, avec le tibial post, le long fléchisseur des orteils et le long fléchisseur de l'hallux, qui est postérieur et très musculaire, assez bas dans la cheville. On a un groupe latéral avec le court et le long fibulaire. Et on a un groupe antérieur avec le tibial antérieur, long extenseur de l'hallux et long extenseur des orteils. Postérieurement, bien sûr, c'est la supermodèle du tendon calcanien. On va prendre 5 petites minutes par groupe tendineux, et puis on approchera de la fin, pour parler tout d'abord du tendon tibial postérieur. Donc on l'a dit, ces tendons, il ne faut pas s'en priver, se voient en fait déjà très bien dans un plan sagittal, et quand ils sont clivés par exemple, on en a déjà une certaine perception dans ce plan sagittal. Ce tibial post, on le voit, il vient attraper le sommet de l'arche interne du pied. C'est parce qu'il tire dessus que l'arche interne reste creusée. Il a donc un rôle fondamental dans la statique de notre pied. Ce qu'on va voir ici, c'est quelque chose qui nous pose un vrai problème. C'est que ce tendon tibial postérieur, il est très joli en rétromalléolaire, il est très joli quand il descend en surface d'abord du ligament deltoïde, puis du spring. D'ailleurs, le spring, on voit son ombre ici. Mais là où ça se gâte sérieusement, c'est qu'à son insertion, il est toujours moche. Pourquoi est-ce qu'il est toujours moche? Parce qu'en fait, on le voit bien ici, on nous dit toujours qu'il s'insère sur le naviculaire. En fait, il a 4 ou 5 digitations qui vont s'insérer sur le naviculaire pour l'une, mais passer sous la plante du pied pour les autres, aller se fixer aussi sur le premier cunéiforme, on le voit d'ailleurs ici, et tout le problème c'est qu'entre ces digitations, on a un espèce de tissu cellulo-conjonctif qui est toujours de signal T2 un peu élevé. Donc, on a une fausse tendinopathie d'insertion chez quasiment toute la population générale qui va très bien. Deuxième problème qu'on a, c'était un article d'Emmanuel Delfaux il y a quelques années, quand on fait des coupes histologiques de cette région-là chez les sujets vieillissants, on voit qu'il y a une métaplasie cartilagineuse qui parfois d'ailleurs génère des petits ossicules et que cette métaplasie, eh bien, si elle est cartilagineuse, va générer une augmentation de signal. Si on rajoute là-dessus un peu d'angle magique, on est à même de positiver quasiment toute la population en leur attribuant des fausses tendinopathies d'insertion. Donc quand on a un vrai patient qui a mal ici, qui est un coureur de fond typiquement, ils font des tendinopathies d'insertion, eh bien on est parfois bien en peine pour dire si c'est un aspect variant de la normale ou si c'est une vraie tendinite d'insertion du sportif. Donc ce tendon tibial postérieur est extrêmement piégeux à son insertion pour un certain nombre de raisons, et malheureusement, quand on n'a pas de signe important d'inflammation de l'os ou des parties molles autour, on peut être pris en difficulté, et je crois que c'est une limite de l'IRM qui, personnellement, m'amène à facilement faire une petite échographie. Alors le voisin immédiatement à côté de ce tendon tibial, le tendon tibial postérieur, je voudrais quand même dire une chose importante.
C'est que dans le plan axial, on le voit bien sûr très bien dans la gouttière rétromalléolaire médiale, hein, on le voit très très bien, et il ne faut pas se priver de ce plan pour détecter des signes de souffrance précoce. Quand un tendon souffre, il va se déchirer, s'étirer, se cliver, se rompre, etc. Mais au stade précoce, il y a une ténosynovie dans certains cas, mais il y a aussi une tendinopathie. Et cette tendinopathie s'exprime souvent par une hypertrophie. Pour qualifier une hypertrophie du tendon tibial postérieur à ce niveau, il faut connaître sa surface normale. Et sa surface normale, dans les livres, on nous le dit, est équivalente à la surface du tendon tibial antérieur ou à la somme du court et du long fibulaire, et ce, au niveau du dôme du talus. Donc je vérifie toujours, pour détecter des signes précoces de tendinopathie, que cette surface de section est équivalente aux autres, et qu'il n'y a pas évidemment un petit peu d'hypersignal qui commence à s'installer dans le cadre d'une tendinose. Donc ça, c'est vraiment important. Attention de ne pas embarquer quand vous regardez le cortex postérieur de la malléole, parce que ça fait surévaluer cette surface de section. En tout cas, c'est quelque chose qui doit être relativement systématique. Attention de ne pas le prendre pour argent comptant. Cette règle d'équivalence de surface de section, quand je la vérifie chez plein de gens qui vont bien, c'est pas toujours aussi mathématique qu'on veut nous le faire croire. Donc il ne faut pas trop positiver non plus de tendinopathie. Passons maintenant au voisin, le long fléchisseur des orteils, j'ai pas grand chose à dire dessus. Le long fléchisseur de l'hallux, par contre, c'est un tendon absolument passionnant. Il descend très bas de façon musculaire et il va ensuite s'engager dans deux poulies de réflexion. C'est le tendon qui est le plus appuyé sur l'os dans la cheville. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de puissance. Il suffit de regarder une danseuse de ballet pour se dire que ce tendon, pour se mettre sur les pointes, a besoin d'être extrêmement puissant. Il va donc s'appuyer sur l'os du talus, ici, entre deux petits reliefs osseux qui sont le tubercule postéromédial et le tubercule postérolatéral. Ce tubercule postérolatéral, c'est la queue du talus. Ça pourrait tout à fait être un os trigone parce que c'est là que les os trigones se trouvent. Donc on a ici une poulie de réflexion qui donne un point d'appui très important au tendon pour générer de la puissance. Il y a ensuite un deuxième point d'appui qu'on va voir et qu'on va constater dans un plan sagittal. Donc, premier point d'appui sur la partie postérieure du talus, deuxième point d'appui sous le sustentaculum tali, dont on a dit qu'il est le pont du porte-avions dans un plan coronal. Je trouve le pont du porte-avions et je trouve immédiatement dessous le tendon long fléchisseur de l'hallux. Ce long fléchisseur de l'hallux, il va ensuite se diriger en direction de l'hallux et de la plaque plantaire de l'hallux, et c'est lui qui va générer énormément de puissance dans notre premier rayon pour favoriser la propulsion. Il y a quelque chose d'intéressant, quand on regarde ce tendon long fléchisseur de l'hallux, on le voit passer en arrière du talus, on le voit passer sous le sustentaculum tali, et on va voir qu'à la plante du pied, il va être surcroisé par son voisin, qu'est le long fléchisseur des orteils, qui va passer en surface. Les deux sont intimement liés à un endroit qui s'appelle le nœud de Henry. On voit que le LFO a croisé le LFH. Ils sont l'un sur l'autre, et quand on a des tendons qui se croisent de cette manière, c'est quelque chose qui est bien connu au poignet, aux différents croisements qu'on connaît, et bien quand on a ce croisement, on peut générer un syndrome de friction, qui est le syndrome de friction du nœud de Henry, et qui est une cause de plantalgie postérieure qu'il convient de connaître. Sur un plan histologique, on sait qu'il y a des petites brides, des petites bandes fibreuses qui vont de l'un à l'autre. On va passer au plan latéral et au plan défibulaire pour faire part, on a quasiment terminé, on va passer donc au plan latéral et au plan défibulaire pour vous faire part de quelques règles de lecture qui me semblent extrêmement importantes. Ces fibulaires, on le voit, ils vont s'appuyer sur la malléole latérale. Ce qui est important de savoir, c'est que le court est en profondeur du long. Et ça, c'est un problème pour le court. Pourquoi ? Parce que le long est systématiquement appuyé sur lui quand il est en contrainte. Et ce long pilonne le court fibulaire sur la malléole latérale. En d'autres termes, cette région rétromalléolaire latérale est le site de souffrance du court fibulaire. Ce court fibulaire, vous savez, quand il souffre, il va souffrir par une ténosynovie, puis par un clivage, où à force d'être pilonné par le long fibulaire, eh bien un clivage va s'installer en séparant deux brins dans lesquels va s'encastrer le long fibulaire. Donc la règle, c'est que quand on regarde le court fibulaire en rétromalléolaire latéral, il faut vérifier qu'il est unique, avec un seul faisceau.
Et c'est là que ça se gâte, parce que, en fait, cette région rétromalléolaire est d'analyse un peu difficile. Les deux tendons sont l'un sur l'autre, on manque souvent un peu de résolution. Quand on descend sous la malléole latérale, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a du volume partiel, parce que nos tendons sont un peu obliques, donc quand on les coupe horizontalement, on génère du signal et du faux signal à l'intérieur. On a en plus, en dessous, le fameux ligament calcanéo-fibulaire qui nous donne une impression peut-être d'un deuxième brin du cours fibulaire. On a en surface souvent un petit prolongement du rétinaculum des fibulaires qui les maintient contre la malléole. Et donc on a tout pour se demander ce qui se passe dans cette région et pour générer une impression de clivage du cours fibulaire. Nous sommes ici dans une deuxième zone un peu aveugle en IRM avec cette insertion du tendon tibial postérieur qu'on a évoqué tout à l'heure. Quand on redescend plus bas, on va retrouver de façon bien compréhensible un court et un long fibulaire qui descendront vers leur site d'insertion. Alors comment s'en sortir pour l'analyse de ce court fibulaire? Certains font du 3DT2, les séquences 3DT2, ils vont pouvoir faire du MPR et saucissonner correctement leur court fibulaire pour le vérifier. D'autres font une échographie complémentaire quand ils ont un doute. D'autres vont injecter pour voir s'il y a une ténosynovite, en sachant que la ténosynovite en fait manque dans la moitié des clivages du court fibulaire. Et enfin, une solution qu'on peut trouver, c'est celle que j'utilise, est probablement d'utiliser tous les plans. Quand je regarde ce plan sagittal, qui enfile parfaitement mon court fibulaire, j'admets qu'il n'y a aucun problème et qu'il n'est pas clivé. L'analyse systématique du coronal axial sagittal va conforter mon impression. En cas de doute et de concordance clinique, bien sûr, l'échographie peut être intéressante. Alors, on est sur ce plan sagittal et je voudrais maintenant parler du voisin du court fibulaire. Alors, le court fibulaire, d'ailleurs, on le voit, il vient s'insérer sur la base de M5. Ça, je pense que vous le savez, il vient s'insérer sur la base de M5. On va maintenant parler du voisin, c'est le long fibulaire. Il ne faut jamais l'oublier celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est en fait extrêmement important fonctionnellement. C'est lui qui cravate par le dehors le médiopied, de même que le tibial postérieur cravate par le dedans, et les deux sanglent le médiopied. C'est ce sanglage qui permet au tendon calcanéen lors de la propulsion de tirer et d'être efficace à la marche. Si vous rompez un tibial postérieur ou un long fibulaire, eh bien vous avez un défaut de verrouillage du médiopied, et c'est un vrai problème fonctionnel à la propulsion. Donc ce long fibulaire est loin d'être anodin dans une cheville, et il faut systématiquement le vérifier. Ce qu'on va voir sur ce plan sagittal, c'est trois choses. C'est trois points d'appui osseux. On a dit que le court était appuyé sur la malléole latérale et que c'était un problème, c'est là qu'il souffre. Le long, lui, s'appuie, c'est vrai, sur la malléole latérale, mais il va s'appuyer ensuite sur la face latérale du calcanéus au contact d'un tubercule d'éperonnier qui réalise une véritable poulie. Et puis il va ensuite passer dans une autre poulie sous le cuboïde pour tourner et ici, regardez le virage qu'il marque, passer sous la plante du pied pour aller se fixer de l'autre côté sur C1 et sur M1. D'accord? Donc ce long fibulaire cravate par l'extérieur, tourne et descend vers la plante du pied. On l'a dit, le long fibulaire, il est tranquille en rétromalléolaire. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par le court fibulaire, et c'est bien le problème du court fibulaire. Alors où est-ce que souffre ce long fibulaire? Eh bien sur les deux autres points d'appui, que sont le tubercule d'éperonnier sur le versant latéral du calcanéus, et que sont cette poulie de réflexion de la gouttière du cuboïde. En d'autres termes, le court fibulaire souffre en rétromalléolaire latéral et doit être unique. Le long fibulaire souffre plus distalement en face du tubercule d'éperonnier, mais surtout, disons-le ici, en direction de la plante du pied à partir de la gouttière du cuboïde. Et ceci m'amène à vous dire une chose, c'est que ce faisceau long fibulaire, quand il souffre d'une façon assez précise, c'est un étirement en chewing-gum. C'est-à-dire que ces fibres vont peut-être se rompre transversalement, et elles vont parfois se cliver, mais elles vont surtout se détricoter comme un chewing-gum, avec au centre un tendon qui s'est aminci, et aux extrémités une hypertrophie des deux moignons. Donc ce qu'il faut vérifier de façon systématique quand on regarde un long fibulaire, et ça marche très bien en sagittal, c'est qu'il n'y a pas d'amincissement et d'hypertrophie du tendon qui évoquerait ces ruptures intratendineuses en chewing-gum. Donc je vais systématiquement le vérifier, et je vais regarder l'harmonie d'épaisseur sur cette partie plantaire qu'on ne regarde jamais, en tout cas quand on
n'a pas bien compris cette pathologie, et on va vérifier qu'il est fin, bien défini, harmonieux en épaisseur jusqu'à son insertion sur C1 et M. On a, je pense, presque terminé avec ces tendons. Je parlerai très brièvement de l'appareil suroplantaire avant de vous montrer quelques petits cas cliniques pour terminer. Cet appareil suroplantaire, c'est ce qui va connecter le muscle triceps sural avec les orteils. Il y a donc une continuité entre le tendon calcanéen, le calcanéus, le fascia plantaire, puis les plaques plantaires aux orteils. Et c'est ça qui garantit la propulsion. Ce tendon calcanéen, on nous le décrit toujours comme une corde en vide de signal. En fait, il faut savoir que c'est pas si vrai que ça. Il y a parfois du signal à l'intérieur, des petits vaisseaux. Il y a parfois des espaces conjonctifs entre les afférences du muscle solaire. On le sait à la jambe, hein. Il y a deux muscles, il y a deux tendons. Il y a le tendon qui vient des gastrocléniens et il y a le tendon du solaire. Et bien, les deux sont complètement dissociés à la jambe, au mollet. Cette dissociation peut persister assez loin vers le bas et c'est ce qui explique qu'on trouve parfois des hypersignaux qui ne nous inquiètent pas, mais qui peuvent être réels et jusqu'à assez loin dans le tendon. Non, la règle, c'est pas tant le signal que de vérifier le parallélisme des berges antérieures et postérieures du tendon calcanéen dans le plan sagittal. Il y a 4 parties dans un tendon sagittal, la jonction myotendineuse, la portion corporeale, la portion pré-insertionnelle de la maladie de Haglund et la portion insertionnelle. Dans un plan axial, et puis on va passer au cas clinique, dans un plan axial, ce tendon doit rester concave vers l'avant. Dès lors que cette concavité est perdue, eh bien, on peut se poser des questions. Mais voyons ici que chez cette patiente parfaitement normale, on peut avoir des petits hypersignaux vasculaires, mécaniques par adaptation ou anatomiques et qu'il faut savoir banaliser. Autre chose qu'on peut voir de façon physiologique, hein, en particulier chez les sportifs, on peut tout à fait avoir un petit épaississement de ce qui n'est pas une gaine synoviale, mais le parathénon. Attention de ne pas aller trop vite vers le diagnostic de parathénonite. Et puis là encore, chez le coureur de fond, par exemple, on aura très facilement un peu d'œdème dans cette graisse de calcaire qui n'est pas pour autant le signe d'une tendinopathie adjacente. Ensuite, tout ça va se prolonger par le fascia plantaire qui va s'organiser en 3 faisceaux médial, central et latéral. Je pense qu'on ne va pas s'éterniser dessus, sauf s'il y a des questions, on pourra y revenir. Et ce que je vais vous proposer, Laetitia, si tu es d'accord, c'est qu'on aille maintenant mettre tout ça en perspective par 11 petites vignettes qui vont nous montrer comment l'anatomie nous permet de guider notre analyse d'une IRM de cheville et de comprendre certaines pathologies. On va donc décliner 10 règles de lecture que l'on a vues pour montrer des cas pathologiques. Première règle, le ligament talofibulaire antérieur est visible en arrière du col du talus, juste en face de cette cuvette. Donc, si chez un patient, je trouve ma cuvette et que je ne vois rien en arrière, c'est pas la peine de chercher, je peux regarder en haut, je peux regarder en bas, mais c'est tout simplement que mon ligament a disparu dans le cadre d'une rupture ancienne du faisceau antérieur du ligament collatéral latéral. Deuxième règle d'or, le faisceau profond du deltoïde est strié de graisse, dans le plan coronal T1 qu'on aime beaucoup. Quand on a une entorse de cheville latérale, mais que quelques mois plus tard on a une douleur sous-malléolaire médiale, il est possible qu'on ait fait une impaction de ce plan profond du deltoïde, c'est ce qu'on appelle le conflit postéromédial de cheville. Eh bien, on a vu que le coronal T2 nous apporte rien parce que ce ligament à l'état normal est de signal très élevé. On regarde donc le plan T1 et on constate que la graisse a disparu, de la fibrose s'est installée, c'est elle qui est hypervasculaire en Doppler couleur. Hein, je vous invite à mettre en légère flexion pour le relâcher et on a donc positivé de façon très spécifique un conflit postéromédial de cheville. Troisième règle, le faisceau superficiel du ligament deltoïde s'insère sur le périoste antérieur de la malléole médiale, c'est là qu'on doit le regarder, et je ne vous l'ai pas dit ici, mais c'est là que surviennent donc les lésions, les ruptures, elles sont toujours proximales sur cette insertion malléolaire, et on va donc constater que l'insertion sur le périoste a été modifiée, on n'a plus l'image fine, bien définie, et en vide de signal que l'on attendrait. Quatrième règle qu'on a vue, le ligament calcanéo-fibulaire passe obliquement sous les tendons fibulaires, très facile pour le trouver dans le plan coronal. Quand on en a l'habitude, on reconnaît cette petite bande qui doit être fine,
bien définie, vite le signal. Lorsqu'elle est tout le contraire, épaisse, mal définie et de signal intermédiaire, eh bien, on signe une lésion de ce faisceau calcanéo-fibulaire. Cinquième règle, le tendon court fibulaire est unique en position rétro-malléolaire. Unique, il n'est donc pas clivé. Lorsque, en position rétro-malléolaire, je ne trouve pas deux tendons, mais 1, 2, 3, eh bien, je suis certain que au centre, c'est du long fibulaire, et de part et d'autre, ce sont les deux bras du court fibulaire clivés. Bon, c'est ce qu'on a appelé dans le service, le signe du chasseur T, c'est le vaisseau de Dark Vador, avec un cockpit central qui est le long fibulaire, et de chaque côté, les petites oreilles qui représentent les ailes du court fibulaire. Sixième point d'intérêt, le long fibulaire doit être d'épaisseur harmonieuse sur toute sa longueur. Je le vérifie jusqu'à son insertion plantaire. Lorsque, comme chez ce patient, j'ai une hypertrophie sous le cuboïde, puis un aspect très aminci sur la plante du pied, puis une énorme hypertrophie à l'insertion sur la base du premier métatarsien, eh bien, j'ai clairement une rupture en chewing-gum du long fibulaire dont je pense qu'elles sont fréquemment méconnues parce qu'on ne regarde pas assez cette harmonie du long fibulaire sur la plante du pied. Septième point d'intérêt, j'ai oublié de vous en parler. Le long fibulaire, c'est très important, est le tendon de la cheville qui communique avec l'articulation talocrurale. D'accord ? Ce long fibulaire communique avec l'articulation talocrurale. Donc attention, c'est comme la bourse poplitée au genou. Dès qu'il y a un épanchement dans l'articulation talocrurale, ça peut alimenter la gaine du long fibulaire sans pour autant que ça soit une ténosynovite. Donc c'est une pseudo-ténosynovite. Regardez l'accumulation de liquide dans cette gaine du long fibulaire. Le patient n'est pas du tout footballeur, il n'est pas du tout danseur. Il n'y a aucune raison qu'il ait une souffrance du long fibulaire. D'où venait cette accumulation liquidienne ? Eh bien d'un LODA. Il a tout simplement ici une chondropathie talocrurale qui suinte, il y a du liquide qui s'accumule dans l'articulation. Ce liquide s'est accumulé par un phénomène de Clapet dans la gaine du long fléchisseur de l'hallux. Pour autant, ça n'est pas une ténosynovite et une maladie du long fléchisseur de l'hallux. Attention que c'est un piège extrêmement classique. En fait, les ténosynovites réelles du long fléchisseur de l'hallux sont assez exceptionnelles et le propre de ces pathologies, de ces catégories sportives qu'on a évoquées. Huitième point, l'insertion distale du tendon tibial postérieur est naturellement moche en IRM. On a expliqué pourquoi. Alors, chez ce patient coureur de fond, chez qui on a une douleur élective à ce niveau, eh bien, c'est très probablement, c'est vrai, une tendinopathie d'insertion. J'ai malheureusement pas d'œdème osseux pour m'aider. J'ai pas d'œdème des parties molles pour m'aider. Eh bien, dans ces cas-là, si j'ai besoin d'avoir des arguments supplémentaires, je crois que c'est une zone aveugle en IRM qui mérite une échographie complémentaire avec la spécificité que nous apporte le Doppler. Neuvième point, et j'ai presque terminé, le tendon calcanéen doit être rectiligne dans le plan sagittal et concave vers l'avant dans le plan axial. Lorsque c'est tout le contraire, qu'on a une perte du parallélisme de cette portion corporeale dans le plan sagittal ou une perte de la concavité antérieure dans le plan axial, eh bien on a une tendinopathie fusiforme, tout à fait classique, et ici accompagnée de sa paraténonite. Dixième point d'intérêt, on n'en a peut-être pas assez parlé, on a le droit d'avoir du liquide dans les gaines tendineuses, j'ai expliqué pourquoi, parce qu'il faut que ça glisse, et cette règle marche pour tous les tendons, sauf pour les tendons antérieurs. Dans les tendons antérieurs, à l'état physiologique, on n'a pas de liquide, c'est ce qu'une grosse étude de Schweitzer avait montré. Par conséquent, quand on a du liquide dans un tibial postérieur, attention avant de parler de ténosynovite. Par contre, quand on a du liquide dans un tendon, autour d'un tendon antérieur, alors là, oui, c'est forcément ou très probablement une ténosynovite du long extenseur des orteils. Alors, j'avais terminé avec ces 10 cas cliniques qui nous permettent de mettre en perspective l'anatomie. Et puis, au dernier moment, hier soir, je me suis dit, mais j'ai oublié de vous montrer quelque chose d'intéressant, qui est l'illustration du fait que le ligament talonaviculaire dorsal est moche chez une immense majorité de la population française. D'accord ? Ça, c'est un sujet lambda qui vient pour toute autre chose. Il a des ossifications, il a un énorme ligament talonaviculaire dorsal. On a envie de parler de séquelles d'entorse. En fait, le patient, il n'a jamais fait d'entorse. Et puis d'ailleurs, c'est pas là qu'il a mal. Et ce qui m'a permis de comprendre ces modifications, eh bien, c'est l'explication que m'a donnée un copain chirurgien
Et comme il est sympa, il m'a donné une vidéo que je vais vous montrer. Regardez, c'est une arthrodèse talocrurale. On a bloqué la talocrurale. Et on a donc une mobilité exclusive dans la soutalienne. Et ça, c'est un test que le chirurgien a fait au bloc. Regardez la mobilité physiologique que vous et moi avons dans cette articulation. Vous allez certainement être surpris. En fait, en flexion plantaire du pied, ça bouge dans la talocrurale, mais ça bouge énormément dans l'interligne soutalien postérieur. Démonstration. Regardez ça. Ça, c'est physiologique. Et imaginons un petit peu l'amplitude et l'étirement que subissent les différents ligaments de Chopard. Donc après 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, chez quelqu'un de sportif, ce ligament, il a été fortement étiré, il s'est adapté, il s'est épaissi. Les petites ossifications réactionnelles sont peut-être venues. En tout cas, elles restent parfaitement physiologiques. Il n'y a pas eu d'entorse et c'est donc avec prudence qu'on doit interpréter ces modifications. Voilà ce que j'avais à vous dire. On a peut-être été un peu long. Et Laetitia, tu nous diras si on a du temps pour des questions. Merci beaucoup, Raphaël. C'était génial, un super cours, hyper clair. J'ai vu passer une question sur, tu sais, comment tu fais la différence entre péronéus quartus et cours fibulaire bifide. Quand on voit trois points parfois. Ouais, c'est pas facile. Le péronéus quartus, d'ailleurs, je me demande si elle en a pas un. On va regarder, je pense que j'ai un accès. Est-ce que c'est elle qui en a? En fait, le péronéus quartus, c'est. Vous voyez, ici, je me demande si elle en a pas, parce qu'en fait, je vais zoomer, on est assez bas, et on a encore une structure tendineuse. Et on avait d'ailleurs un petit tendon qui était quasiment indépendant des courts et du long. Ce péronéus quartus, il est très facile à diagnostiquer lorsqu'il descend verticalement pour se fixer sur le bord latéral du calcanéus. D'ailleurs, il se fixe quasiment au même endroit que le calcanéo-fibulaire. Donc, quand vous avez une petite structure musculaire qui descend verticalement et qui se fixe sur le calcanéus, c'est réglé, c'est un péronéus quartus. Okay. Malheureusement, il y a des péronéus quartus qui ne s'insèrent pas sur le calcanéus et qui vont descendre, et je pense que c'en est un ici, pour se fixer sur le cours fibulaire. D'accord? Bon, c'est une variante anatomique. Honnêtement, cette discussion n'a pas non plus une importance capitale en termes de pathologie. Le péronéus quartus est une variante de la normale très fréquente, très rarement pathogène, mais c'est vrai qu'on le voit bien ici. Si ça, c'est son petit tendon qui vient se fixer sur le cours fibulaire, eh bien, ça nous génère une impression de bifidité qui peut être un problème. Et on revient à la discussion que j'avais, c'est-à-dire que le cours fibulaire est d'analyse difficile dans cette région, et ce péronéus quartus rajoute un peu au problème. La bifidité du cours fibulaire, je pense qu'elle est très rare. Un argument qu'on donne parfois, c'est que dans la bifidité, il n'y a pas de ténosynovite associée. C'est ce qui ferait la différence avec le clivage. Mais je pense que cette assertion n'est pas tout à fait exacte, parce qu'il y a une étude de Rosenberg qui avait montré qu'il n'y avait pas de ténosynovite dans 50% des clivages pathologiques. D'accord? Donc il y a beaucoup de clivages qui n'ont pas de ténosynovite sentinelle pour nous aider. Donc je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas différencier les deux. Par contre, un constat que je fais, c'est qu'on a parfois des patientes, notamment, qui viennent pour autre chose et chez qui on trouve une bifidité du cours fibulaire asymptomatique. Et voilà, soit elles ont clivé un cours fibulaire qui n'est plus douloureux, soit c'est effectivement une bifidité anatomique. Mais ça alimente vraiment cette idée que le cours fibulaire est un tendon très difficile, et en particulier en hiver. Merci. Il y avait quelques questions pour bien résumer ton protocole. Du coup, toi, de manière standard, on va dire, tu fais un sage T2, un coronal T1 et un axial oui. Dixon. C'est ça. Et en bonus, un coronal T2 Fatsat, qui parfois, quand on l'a pas, nous manque un petit peu. Et il y a des personnes qui demandent si tu injectes parfois et dans quel cas tu es amené à injecter. Est-ce que ça t'aide pour certaines choses? Oui, alors quand on injecte, il faut vraiment être à la console et puis se poser une question précise et puis se dire qu'on va essayer de sensibiliser les choses. Je pense que ça peut être intéressant dans une suspicion de tendinopathie d'insertion du tibial postérieur. On a vu pourquoi. En T2 Fatsat, il est toujours un peu difficile. Ça peut être intéressant dans une suspicion de clivage du cours fibulaire. Je sais pas trop, c'est bizarre, je vois des images que j'explique pas bien. Je peux injecter. C'est vrai que si j'ai une belle ténosynovite autour, qui va me donner du contraste, ça peut être intéressant. Et puis on peut aussi injecter, parfois dans des sujets un peu fumeux, que sont par exemple le conflit postérieur de cheville.
Hein, c'est bien beau de dire que dans le conflit postérieur, il y a des modifications capsulo-synoviales, une synovite postérieure, etc. Et vous voyez un peu l'environnement hyper intense qu'on a de façon spontanée. On manque un peu de spécificité. Donc, pour amener de la spécificité dans des régions bizarres en T2, on peut injecter. Mais personnellement, j'avoue que j'injecte quasiment jamais. Ok, merci. On te demande si tu peux remontrer, s'il te plaît, la membrane interosseuse. Oui, la membrane interosseuse. Hop, la membrane interosseuse, il faut voir qu'elle est très haut dans la jambe, hein, puisque forcément, on la connaît, hein, comme à l'avant-bras, elle lie le tibia et la fibula. C'est donc cette petite bande qu'on va bien reconnaître. Pourquoi? Parce qu'elle a la définition d'une structure ligamentaire fine, bien définie, vide de signal. Je la vois ici, je descends. Alors après, le problème, c'est qu'elle est un petit peu fenêtrée, en fait. Hein. Elle est très fenêtrée, et donc elle est faite de plusieurs faisceaux. On va essayer de distinguer, mais on distingue. Il y en a un petit ici, un petit ici, un petit ici, et elle est faite de plusieurs bandes. Il y en a une plus en arrière ici, et qui vont venir se fixer sur la fibula. Il faut savoir que de façon adjacente, il y a un petit récessus articulaire qui monte en cheminée entre le tibia et la fibula et qui peut monter jusqu'à 1 à 2 cm. Il suffit de regarder une arthrose de cheville, on voit très bien ce récessus tibiofibulaire qui remonte verticalement, et donc il ne faut pas croire que ça c'est du liquide en contact de la membrane interosseuse. Mais voilà, cette membrane interosseuse, hein, c'est souvent plusieurs petites bandes, on voit assez haut. Je crois quand même que cette membrane interosseuse s'interrompt quand même assez proximalement. Il y a un moment où on ne la voit plus. Quand on descend, on va arriver sur le faisceau antérieur et le faisceau postérieur, et la membrane interosseuse sera vraiment très résiduelle à ce niveau-là. Elle est quand même assez haut dans la jambe. Et d'ailleurs, elle a un renforcement distal qui serait le ligament interosseuse. Merci beaucoup. On demande aussi, est-ce que systématiquement, s'il y a du liquide dans le sinus du tarse, est-ce que c'est forcément pathologique ou pas? Non. Et ça aussi, c'est un piège. C'est pour ça que quand on voit un comblement de la graisse, si je vois un comblement de la graisse ici, je vais vraiment vérifier en T2 que c'est fibreux, tissulaire, et pas, ce qui est un piège, kystique. Parce qu'effectivement, alors j'ai pas de chiffre en tête, mais il y a facilement des petits kystes arthrosynoviaux, des espèces de suffusions liquidiennes d'une articulation ou de l'autre et qui vont venir se coincer dans ce sinus du tarse, souvent le long d'ailleurs d'une structure sur laquelle j'ai pas beaucoup insisté, mais qui est ça c'est le rétinaculum des extenseurs qui donne une racine latérale qui vient se fixer ici. Il y a souvent des kystes au contact de ce truc-là, et ces kystes d'ailleurs peuvent alimenter le sinus du tarse et remonter en direction du long extenseur des orteils. On demande d'ailleurs des pseudo-ténosynovites aussi. Donc ce sinus du tarse n'est pas très facile. Il ne faut pas aller trop vite dans le diagnostic de syndrome du sinus du tarse, et notamment en vérifiant que ce qu'on voit n'est pas du kyste. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions sur le spring. Alors déjà, des personnes qui voudraient que tu le remontes, s'il te plaît, et d'autres qui demandent pourquoi tu l'examines pas en coronal, mais il me semble que quand tu as montré le tétard, tu l'avais en coronal. En fait, c'est au moment où dans ma tête, je me suis dit que j'allais accélérer un petit peu. Voilà pourquoi je ne l'ai pas montré. Alors le spring, on sera bien d'accord, c'est une structure qui, dans le plan sagittal ici, se fixe sur le sustentaculum thalli, d'accord, le pont du porte-avions, et qui va rejoindre le naviculaire. Donc, on voit ici, c'est ça en fait. Hein. En fait, son orientation, elle est horizontale et légèrement vers le haut, vers l'avant et vers le haut. C'est cette structure-là. Et on voit bien d'ailleurs que c'est un plancher pour le tendon tibial postérieur. Donc, quand je trouve mon tendon tibial postérieur, je vais trouver mon spring dans un plan axial. Ça va être assez facile, hein, si vous me demandez de le chercher. Je regarde mon tibial postérieur, je descends, et je vais chercher une sorte de plancher en dessous. Voilà, je l'ai trouvé, c'est ça. C'est ça, d'accord? Avec le tibial post, un espace de glissement et le spring. La super vedette, c'est clairement ce faisceau oblique supéromédial. Je vous ai dit que c'est le seul qui a une importance en pathologie, et c'est le seul qui intéresse les chirurgiens qui les opèrent. Dans le plan coronal, c'est vrai, on le voit très bien. Et on va suivre la même logique. On va regarder se concentrer sur notre tibial postérieur, là, et on va lui chercher un plancher, subitement, tac, voilà, je vois un plancher qui se définit, et bien ici, j'ai mon faisceau supéromédial,
d'ailleurs, dont j'ai dit qu'il était, et c'est très important de le vérifier, connecté avec la malléole par le ligament calcanéo-spring. Donc ça, c'est mon faisceau oblique supéromédial. Je peux, une fois que je l'ai dans l'œil, aller vers l'avant et le regarder. Je continue de le regarder, d'accord? Et je vais le voir ici s'insérer sur le naviculaire comme prévu. Alors ça, c'est pour le faisceau médial. Hein, c'est le plus important, mais c'est vrai qu'il a deux voisins plantaires que sont ici, là, ça. Ça, dans le plan coronal, c'est le faisceau médioplantaire oblique. D'accord, médioplantaire oblique, et un voisin qui est ici, qui est le faisceau inféroplantaire longitudinal. D'accord? Donc on voit bien que l'alignement du supéromédial qui se fixe sur le naviculaire, du médioplantaire oblique et de l'inféroplantaire longitudinal réalise un véritable hamac dans lequel, dans le plan coronal, la tête du talus est posée. Si vous avez un étirement de ce hamac, eh bien la tête du talus va tomber vers le bas et le pied va s'effondrer. D'accord? C'est aussi un stabilisateur comme le tibial postérieur. Donc on peut effectivement les regarder, ces ligaments, mais je vous rappelle que le faisceau médioplantaire oblique, c'est le troisième ligament strié de graisse, donc il est toujours de signal un petit peu élevé. L'inféroplantaire est toujours plus intéressant. Attention qu'il y a un récessus articulaire qui est décrit dans la littérature ici, qui n'est pas très creusé ici, mais il ne faut pas le prendre pour une rupture du faisceau inféroplantaire longitudinal. Ces deux ligaments se voient très très bien dans un plan axial, et c'est là qu'on comprend leur nom. Je vais zoomer. Hein. On les voit en fait quand on passe sous la tête du talus. Regardez, on va voir le médioplantaire oblique, il porte bien son nom, hein, il est très oblique, il est strié de graisse, et il est signal T2 faussement pathologique, c'est-à-dire élevé. Et puis le inféroplantaire longitudinal, c'est celui-là. Il est très gros, et celui-là, d'ailleurs, on le voit très très bien dans le plan coronal. Je vais vous le montrer dans le plan coronal. Il est tout simplement ici, c'est ça. C'est ça, d'accord? Et on voit qu'encore une fois, il soutient par en dessous la tête du talus. Voilà, donc ça, effectivement, il y a de la littérature là-dessus, c'est décrit, mais globalement, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que le seul sur lequel on peut concentrer son regard reste ce joli hamac du tibial postérieur. Pour rappel, il doit être de signal le plus faible possible, sauf son insertion distale qui est toujours un petit peu élevée. Son épaisseur sous le tibial post doit être inférieure à 5 mm, et son épaisseur en distalité doit être supérieure à 2. Pourquoi? Parce que quand il s'abîme, il s'étire en chewing-gum, fin en distalité, gros avec un moignon rétracté en proximité. Plus de 5, moins de 2. D'accord? Tout ça, c'est la théorie. Mais pour avoir beaucoup bossé sur ce sujet-là, la littérature présente toujours les choses très simplement, mais quand on regarde des sujets normaux, c'est parfois plus difficile, on l'a moins bien enfilé chez certains patients, il est un peu plus hyper intense chez d'autres qui vont très bien. Quand on mesure, on est à 2 mm en distalité chez quelqu'un de 20 ans, c'est pas très bien. Donc attention de ne pas aller trop loin vers les diagnostics de lésion du spring. Le grand contexte de lésion du spring, c'est quand même le pied plat valgus. Donc son interprétation ne devient pertinente que chez la femme de 50 ans, corpulente, avec un pied effondré. D'accord? Tous les autres, attention de ne pas aller trop vite, poser des diagnostics erronés. La rupture traumatique isolée du spring existe, mais ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel et souvent associé à des lésions du ligament deltoïde. Merci. Il y a une question, mais je n'ai pas très bien compris, si la personne peut mieux expliquer pourquoi la graisse intraligamentaire ne s'efface pas en fat sat. Je crois. Eh ben, c'est une bonne question. C'est un constat qu'on fait. Alors, il y a un article de Radiographics sur les ligaments du plan latéral. Dieu sait ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire que c'est comme la graisse épidurale. C'est comme la graisse épidurale. La graisse épidurale a tout pour se fatsater, mais en fait, elle se fatsate pas. Dans la région, dans l'espace épidural antérieur, à l'étage lombaire, vous avez toujours du signal. Et ça, c'est probablement parce que c'est assez riche en petits vaisseaux. Des fois, ça donne des fausses épidurites. Là, c'est exactement pareil. Regardez ce faisceau profond du deltoïde. Il est très hypertéleux. Je n'ai pas trouvé d'explication, mais je pense qu'il est à la fois graisseux et très vasculaire. Donc, pour rappel, plan profond du deltoïde, ligament tibiofibulaire postérieur et ligament médioplantaire oblique du spring ligament. Strié de graisse et spontanément hypertignal T2.
Merci. Il y a juste une petite dernière question sur le basset. Tu préfères le visualiser plutôt en IRM ou tu es plus à l'aise en écho ou peu importe, parce que Claire Bullet dit qu'elle est parfois déçue en IRM pour le visualiser. Qu'est-ce que tu en penses? Le visualiser, c'est une chose, et après dire s'il est malade ou pas, c'est encore autre chose. Bon, je dirais quand même que chez ce patient-là, alors il faut quand même savoir qu'on distingue dans plus de 90% des cas, et c'est vrai. Ce que l'on a vu ici, c'est un faisceau principal qui est là, et puis un faisceau, effectivement, qui est beaucoup plus bas, et que l'on voit en dessous, 90% des cas, et c'est vrai. Je dirais qu'ici, il reste fin, bien défini, vide de signal. Donc je suis assez tranquille pour dire qu'il va bien. Les articles qui en parlent proposent un cut-off à 3 mm. Ils disent à partir du moment où il est de signal intermédiaire et d'épaisseur supérieure à 3 mm, c'est un argument fort pour dire qu'il est malade. Bon, quand il y a eu des entorses dans cette région, parfois c'est un peu le chantier, on s'en sort pas trop, donc je dirais que oui, la corrélation avec l'échographie est toujours intéressante pour conforter son impression. J'ai eu une patiente il n'y a pas très longtemps où c'était tout à fait clair, et d'ailleurs en appuyant précisément dessus, l'écho m'apportait cette information en disant que c'était bien lui qui faisait mal. Donc l'écho, dans des cas qui sont quand même assez rares et un petit peu difficiles en IRM, l'écho me semble être un complément tout à fait pertinent. Je crois vraiment, moi pour être très très attaché à l'échographie, que quand l'IRM a des limites, il ne faut pas hésiter à couper ça à l'échographie, à faire un complément comme ça. Donc je suis tout à fait d'accord. Merci. Bon, je vais pas trop t'embêter avec les questions. Il y a une dernière. Comment t'arrives, si tu trouves un ligament tuméfié, pour différencier une entorse d'une réelle rupture? C'est tout le problème, c'est qu'on n'est pas forcément très bon. C'est-à-dire que si ce ligament n'est plus fin, bien défini et vide de signal, il y a plusieurs options. Soit il est absent, comme on l'a vu, et là c'est facile, le chirurgien il sait qu'il n'y a plus de ligament et qu'il faudra peut-être aller vers une plastie, a fortiori s'il y a une instabilité et un calcanéo-fibulaire qui est très malade aussi. Soit le ligament est épais de signal intermédiaire, et là on sait qu'on n'est pas bon en IRM. On sait qu'on n'est pas bon parce que je ne sais pas en IRM distinguer un ligament moche, cicatriciel, mais continent, d'un ligament moche, cicatriciel et parfaitement incompétent. Ça, c'est une limite très clairement de l'IRM, et donc on sait dire qu'il est modifié, mais on ne sait pas dire s'il est totalement non fonctionnel ou encore parfaitement compétent. Donc là, je noie le poisson, mais ça, je ne sais pas le faire. C'est peut-être encore une force de l'échographie. Il y a quand même une situation intermédiaire entre l'absence de ligament et l'aspect d'entorse. C'est la rupture quand on a la chance d'avoir deux moignons et de dire il y a une rupture en plein corps ou une désinsertion proximale, où là, on peut s'en sortir et effectivement parler de rupture partielle. Mais quand la discontinuité n'est pas là, c'est très difficile. Alors, il faut savoir, pour avoir discuté avec un chirurgien de la cheville, qu'il y a une entité qui les intéresse, c'est vraiment la désinsertion proximale. Si on voit une insertion proximale qui est manifestement discontinue, ça c'est très intéressant pour eux parce qu'ils peuvent faire une réinsertion. Donc ça c'est une information qui les intéresse. D'accord ? Ils vont suturer à la malléole latérale. S'il n'y a plus de ligament, ils savent qu'il faut faire une plastie. Et si on est dans le stade intermédiaire des modifications de signal sans discontinuité, on n'est pas bon, et c'est clairement une limite de l'IRM. Merci. Mais si quelqu'un a un point de vue là-dessus, bien sûr, on peut tout à fait en parler. Oui, n'hésitez pas si vous voulez en parler de fois. C'est un vrai sujet. Il y a Anne Fisté qui demande si tu te fies au signe d'arrière-pied, soit plat, soit creux en IRM, ou si tu... Salut Anne, d'abord. Et elle te remercie pour ton topo. Ok. Alors j'ai été surpris parce que j'y ai fait, il y a eu un topo super d'ailleurs que vous pourriez regarder sur le pied plat valgus fait par l'équipe de Lyon, Jean-Baptiste Piala et ses collègues, qui a attiré notre attention sur une mesure d'angle en IRM. Alors là, j'avoue que j'ai été bluffé parce que pour moi, on n'a pas le droit de parler de statique tant que le pied n'est pas en charge. C'est logique, vous ne savez pas comment vous êtes positionné. Donc, on ne peut pas reproduire en IRM des mesures d'angle qui sont normalement faites sur des radios en charge. Pour autant, effectivement, Jean-Baptiste et son équipe, de façon très pertinente, nous le montraient. Et effectivement, ça vient de la littérature, il y a des articles là-dessus, et qui proposent deux mesures en particulier dans le pied plat
valgus. Alors je vais prendre ça. Il propose 2 mesures qui peuvent affirmer l'existence d'un pied plat valgus. Il mesure le valgus du calcaneus. Donc je vais vous le faire. Pourquoi j'ai ce truc-là, moi? Hop. Voilà, il propose. Alors, attendez, je suis désolé, je vais baisser un peu. Avec l'outil, j'arrive plus à accéder à mon. T'as les écritures en Ouais, c'est ça, ouais, je vais éviter de faire mes zooms. Comment je vais faire ça? Ouais, c'est bon, voilà. Voilà. Donc, ce qu'il montrait, c'est la mesure de l'angulation calcanéenne. Pour ça, on regarde l'axe du calca par rapport à l'axe du tibia. Et donc, on a le droit à... Pardon. Ah oui, d'accord, il m'a fait... ok, je l'ai. Donc, l'axe du calca par rapport à l'axe du tibia. Et en fait, on a le droit à 6 degrés. Donc là, j'espère que je suis bon. Il faut être inférieur à 6 degrés. Ici, il y en a qui vont calculer, là, on est à 13. Pas de chance. En tout cas, voilà. Si je le place correctement, bon, au-dessus de 6 degrés d'angulation, on peut parler de valgus de l'arrière-pied sur une IRM. Deuxième critère qui montrait, c'est l'angle de Méhari en IRM. Hein, pour rappel, l'axe du col du talus doit intercepter le centre du naviculaire. D'accord? Si l'axe du talus se déporte vers le bas, eh bien c'est que mon arrière-pied est en train de s'effondrer. Mon médio-pied est en train de s'effondrer. D'accord? Donc c'est les 2 mesures qui sont a priori utilisables et validées dans la littérature. Angle de valgus du calcaneus par rapport au tibia, donc plan coronal, et angle de Méhari hier. Ok, bah écoute, merci beaucoup Raphaël. S'il y a des gens qui veulent dire quelque chose d'intérieur. Pas de problème. Hein. En tout cas, c'était beaucoup de remerciements, c'était vraiment hyper clair et je crois que tout le monde était ravi de ton cours, donc merci. Merci beaucoup Laetitia et merci à tout le monde. Au revoir tout le monde, et puis il y a le cours de Monsieur Brassard à 11h, bah, c'est bientôt, vous n'avez pas trop de temps pour une petite pause pour un petit café, voilà. Super, merci pour tout, bonne journée tout le monde. Au revoir.